C'est tout bon. Ok. Bon, alors on Donc, va donc commencer. petit, je te remets animateur. Oui, oui, vas-y. C'est bon, nickel. Donc, tu peux repartager ton écran. Donc, Ouais, ouais. aujourd'hui, cours sur mécanisme d'action en médicaments pour les LAS 1. Voilà, je vous rappelle juste ce soir l'écurie en présentiel à 18h. Donc, tout est obligatoire, vous le savez. Et voilà, on se voit donc ce soir en présentiel. Et bon cours avec Faudil. J'attends juste que tu partages. C'est bon. Alors attendez, je remets le document. Alors, on laisse. Simulacre. Ok. Allez, super. Bon cours à tous. Bon, l'idée, c'est que ça soit un peu interactif. Donc, n'hésitez pas à participer. Voilà. Je vous en... Ok. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à participer, d'accord? Je sais que, voilà, bon, c'est en distanciel, mais on peut tout de même échanger. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Et ce que j'allais dire également, c'est que ce cours, je le fais parce que vous m'aviez dit qu'il était assez compliqué. J'ai eu pas mal de retours négatifs sur ce cours. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer un peu les parties les plus importantes du cours et on va essayer en fait, de trier. Parce que dans ce cours, bon, tout est à apprendre, hein, bien sûr, mais il y a des trucs qu'il faut plus savoir que d'autres. D'accord? Sachant que, comme je vous ai dit, à la mineure santé, vous n'aurez pas énormément de questions de médicaments. Donc, les questions qui y seront, ce sera des questions qui seront centrées sur les idées principales du cours. OK? Mais quand même, on va tout regarder ensemble, vous inquiétez pas. En plus, le TAM a fait vraiment un super boulot avec ce cours parce que si vous regardez la vidéo, elle est indigeste. Donc, c'est vraiment pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez réactiver votre micro quand vous voulez. D'accord? À part si c'est un peu trop la pagaille, là, voilà, on priorisera certaines personnes, etc. Donc, on commence du début. Alors là, on nous parle de la définition de l'effet d'un médicament. D'accord? On nous dit que c'est l'interaction médicament avec une cible moléculaire. On nous donne la définition, c'est la liaison du médicament, un ligand, sur une macromolécule de l'organisme appelée cible moléculaire. Ensuite, on va avoir un déclenchement d'événements cellulaires, ça va entraîner un effet pharmacologique. Et ensuite, cet effet pharmacologique, il peut être soit un effet thérapeutique, soit un effet indésirable toxique. Jusque-là, je pense que ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Il n'y a pas de questions bêtes. C'est juste que là, je ne vous ai pas en face de moi, donc je ne sais pas si ça va pour vous. Euh, Par contre, pour les questions, alors attendez, parce que je vais activer le chat. Voilà, au moins je peux vous voir. Ok, donc. Voilà. Alors la définition. En pharmacologie, une cible est définie par l'existence de ligands capables de l'activer ou de l'inhiber. Donc on va avoir soit un ligand naturel, ça va être un ligand endogène, soit un médicament qui est un ligand exogène. Donc exogène qui provient de l'extérieur. D'accord? Donc l'interaction ligand-cible, comme on a vu précédemment, c'est une modification du fonctionnement cellulaire et ça va se traduire par un effet pharmacologique. On revient à la notion de base, effet pharmacologique, soit un effet thérapeutique, soit un effet indésirable toxique. Donc les liaisons sont caractérisées par... Alors ça, c'est trois caractéristiques, il faut les connaître par cœur. Vous les retrouvez dans les questionnaires du TAM. Medibox aussi, ils les mettent souvent. À la mineure, je me rappelle qu'il y avait une question sur ça. Donc ça, c'est à connaître sur le bout des doigts. Donc vous avez l'affinité du ligand pour sa cible. L'affinité, vous l'avez vu normalement sur le chapitre de la pharmacodynamie. Ensuite, vous avez la réversibilité de la liaison. Donc, une liaison, elle peut être soit réversible, soit irréversible. Donc, irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, en fait, euh, c'est-à-dire que l'effet, il va être prépondérant, si vous voulez. Il y aura, la modification, elle va être soit très longue pour revenir à la normale, soit impossible.
et la sélectivité de la cible. Plus la cible est sélective, moins il y a d'effets secondaires. Alors en fait, une haute sélectivité, ça signifie que le médicament, il va agir principalement sur la cible souhaitée, d'accord? Et vu qu'il va agir que sur une seule cible, du coup, il va y avoir très peu d'effets secondaires. Parce qu'en fait, si vous voulez, les effets secondaires, ils se caractérisent par le fait que euh, le, le médicament, il va agir sur plusieurs cibles. Donc, qui dit va agir sur plusieurs cibles, va avoir plusieurs effets secondaires. Là, plus la cible, elle est sélective, moins il y aura d'effets secondaires. Voilà. Donc, ça peut donner du coup un effet thérapeutique bénéfique ou un effet indésirable. On revient encore à la notion de base. Donc, les principales cibles des médicaments qu'on va décortiquer dans tout ce cours. Donc, vous avez les récepteurs, canaux ioniques, enzymes, systèmes de transport et de recapture et acides nucléiques. Je détaille pas parce qu'on va le faire plus tard. Donc, 350 cibles avec 290 qui sont codées par le génome humain, 60 qui appartiennent aux organismes pathogènes. La plupart sont des protéines et la moitié des cibles des médicaments sont des glycoprotéines. Ok, ça pareil aussi à connaître par cœur. Les pourcentages, par contre, à part de savoir que les inhibiteurs d'enzymes et les RCPG, c'est 25%, le reste, ça, on s'en fout. D'accord? Vous l'apprenez pas, ça sert à rien. Euh, donc, on commence par les récepteurs. Donc, les récepteurs, c'est bon, vous n'avez pas de questions? Si vous dites rien, c'est que c'est bon, il n'y a pas de questions. Donc, les récepteurs sont des protéines dont la fonction est de se lier à un ligand endogène spécifique. Cette interaction induit une modification du fonctionnement cellulaire. Comme pour toutes les cibles là que vous voyez ici, ça va induire une modification du fonctionnement cellulaire. C'est la base d'un médicament. Les récepteurs, ils peuvent être membranaires ou intracellulaires, d'accord? Donc, intracellulaires, ils peuvent être soit cytosoliques dans le cytosol, soit ils agissent au niveau nucléaire. Au niveau nucléaire, vous avez des exemples avec les médicaments liposolubles. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cours sur la membrane plasmique. Ben, vous avez par exemple ce type de récepteur. Alors attendez, parce qu'il y a d'autres personnes, je crois, qui veulent rentrer dans la réunion. Tac, tac, tac. Normalement, c'est... Désolé, hein, juste un instant. Ok, c'est bon, il y a tout le monde. Alors, donc vous avez, voilà, membranaire ou intracellulaire, couplé avec des canaux ioniques, avec des enzymes ou encore à divers systèmes à transduction intracellulaire, donc transduction intracellulaire qui va entraîner une modification, d'accord? C'est la même chose. Via l'activation d'une petite protéine G. Alors, les médicaments, on va parler après de cette petite protéine G, d'accord? Donc, les médicaments, ligands exogènes, peuvent agir sur les récepteurs de trois manières. Soit agonistes du site récepteur, donc agonistes, ils vont reproduire l'effet du ligand naturel, d'accord? Antagonistes, donc ils vont venir bloquer l'effet du ligand, mais ne vont pas, du coup, ils vont pas avoir d'effet sur le récepteur, ils vont juste venir bloquer. Et ensuite, modulateur des sites allostériques. Donc ça, en gros, retenez juste que ce n'est pas une activation, ce n'est pas une inhibition. OK? Cette phrase-là. Pas une activation, pas une inhibition, ça va être une modulation. Du coup, ça va soit venir ouvrir, soit venir fermer. On va le voir plus tard dans le cours, il y a des exemples, ne vous inquiétez pas. Ce schéma, vous l'oubliez, d'accord? Pas que vous l'oubliez, mais en gros, il synthétise bien, mais je le trouve... voilà, pas... Voilà, si vous pouvez éviter d'apprendre des choses en plus, ben, évitez d'apprendre ça. D'accord? Parce que personnellement, le cours, il est très bien fait et de se limiter qu'à ça, je trouve que voilà, c'est très restrictif en fait. Donc, RCPG, récepteurs couplés aux protéines G. Donc, les récepteurs couplés aux protéines G, donc vous avez soit en anglais, soit en français, d'accord? Sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires. Pourquoi on vous dit 7 domaines transmembranaires? Parce que quand vous avez un domaine transmembranaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie du récepteur qui va traverser la membrane. Et les récepteurs couplés aux protéines G, ils vont traverser du coup 7 fois la membrane. Et ça va permettre à ce que ces récepteurs ils soient solidement intégrés à la membrane plasmique. Du coup, ils vont avoir des portions extracellulaires
et intracellulaires. Les portions extracellulaires, elles vont servir à la détection des signaux, d'accord, parce qu'ils vont venir de l'extérieur. Et les portions intracellulaires, elles vont servir à la transmission, d'accord? Donc le fait qu'il y ait sept domaines comme ça va permettre d'avoir encore plus, d'agrandir l'effet, si vous voulez, d'accord? Donc très important, c'est RCPG. Les domaines sont organisés en un cercle qui contient en leur centre une cavité et un site de liaison pour le ligand naturel. Là, vous avez des exemples ou pour le médicament. À retenir sans trop, voilà, ils rentreront jamais dans le détail, d'accord? Donc, juste savoir par contre que ce sont des récepteurs à ce domaine transmembranaire. Là, vous avez des exemples, récepteurs muscariniques de l'acétylcholine, l'adrénaline, la dopamine, prostaglandine, leucotriène. Alors ça, on peut voir que c'est un petit exemple mis comme ça dans le cours, mais c'est à apprendre, d'accord? Ce que je vais surligner, je pense que ça va être vraiment les choses les plus importantes et je vous enverrai le cours sur le groupe, d'accord? Au moins, ça vous permet de retenir. Donc, RCPG, c'est la plus grande classe de cible de médicaments. Fixation de 25% des médicaments. Du coup, pourquoi c'est la plus grande classe de cible? C'est par rapport à ces domaines-là, ces domaines transmembranaires. OK? Vous avez plusieurs types de RCPG. Vous avez la morphine. Donc, c'est un agoniste des récepteurs opioïdes mu localisés dans les SCN. Elle mime des médiateurs opioïdes endogènes. D'accord? Et du coup, elle va avoir un effet antalgique puissant, donc elle va réduire la douleur. Ensuite, vous avez salbutamol, agoniste des récepteurs bêta-2 adrénergiques, donc localisé au niveau des bronches et de l'utérus. Il mime l'effet relaxant de l'adrénaline, ok, et de la noradrénaline, effet bronchodilatateur, relaxation utérine. Ok, donc au niveau des récepteurs bêta-adrénergiques, vous avez les récepteurs bêta 1 et les récepteurs bêta 2. Là, pour l'instant, dans ce cours, on s'intéresse surtout, dans ce cours et même en LAS 1 hein, en général, on s'intéresse surtout au récepteur bêta 2. Vous l'avez aussi dans le cours sur, si je me rappelle bien, dans le cours de physiologie. Je sais plus si c'est hormonal ou surrénalienne. Je crois que c'est surrénalienne, hein, il me semble. Je me rappelle plus très bien. Et donc surtout, voilà, ce sont ces récepteurs-là qui sont importants, avec un effet bronchodilatateur et relaxation utérine. Donc ça, je vais pas tout vous surligner. Bon, allez, je vais le faire, c'est bon. Au moins, vous savez quoi apprendre. Ça, c'est à apprendre, d'accord? Les trois, là, c'est à connaître par cœur. Et l'atropine, c'est un antagoniste des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine. Elle produit une dilatation de la pupille ou mydriase, d'accord? Donc, les deux agonistes, celui-là antagoniste. Donc là, vous avez un petit schéma ben, d'un RCPG, d'accord? Avec les sept domaines transmembranaires. Là, vous avez la membrane plasmique ici, d'accord? Et là, vous avez sept passages de membrane, d'accord? Avec une partie amine extracellulaire et une partie acide carboxylique intracellulaire. Acide carboxylique, c'est COOH, d'accord? Ces récepteurs sont des protéines à cet domaine transmembranaire, là, c'est ce que je viens de vous dire. La particularité de ce récepteur, c'est qu'il est associé à une protéine intracellulaire. Là, ici, vous avez une petite protéine G, protéine à guanine, d'accord? Et en fait, elle va venir entraîner la production d'une molécule qui transmet l'information dans la cellule. Ça va être le second messager. Normalement, vous avez un tableau juste en bas, on va le voir après, d'accord? Là, on se concentre sur le cours. C'est pour cela que les RCPG sont aussi appelés récepteurs à second messager. Ils réalisent la transduction qui aboutit à la synthèse de petites molécules. Et ces petites molécules sont les seconds messagers. D'accord? Donc, protéine G, vous avez un petit schéma là, un petit enfin, cette petite phrase-là qui est hyper importante à apprendre, d'accord? Ça résume un petit peu tout ça. Donc là, on va vous dire que au niveau moléculaire, l'association du ligand avec un médicament qui est un agoniste induit un changement de conformation du RCPG. Tandis que le médicament antagoniste, pas de changement de conformation. Du coup, la protéine G ne sera pas activée et il n'y aura pas de transduction au niveau intracellulaire, donc pas d'activation, donc pas de modification au niveau intracellulaire. Et on a dit que la base du médicament, c'était d'induire une modification intracellulaire. Là, il n'y en aura pas avec l'antagoniste. Justement, l'antagoniste, il va bloquer cet effet-là. OK? Ensuite, là, vous avez un petit récapitulatif. Donc, liaison du ligand avec le RCPG, ça va activer la protéine G.
Alors, quand on vous dit activation d'une petite molécule qui va entraîner un signal, ça va être une enzyme ou un canal ionique, d'accord? Et c'est ça qui va entraîner des messages intracellulaires et ensuite une réponse de la cellule. Donc là, vous avez des exemples de RCPG, récepteur muscarinique de l'acétylcholine, récepteur de l'adrénaline, dopamine, morphine, prostaglandine, leucotriène. Pareil aussi à apprendre par cœur, cela. Je vous les surligne, même si ça fait beaucoup de jaune, d'accord? Au moins, vous savez ce qu'il faut apprendre ou ce qu'il ne faut pas apprendre. Au pire, vous me posez des questions en privé, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez des protéines G, donc GS, GI, GQ, GO, G12, 13. Vous allez avoir un tableau en bas. Et vous avez des effecteurs. En fait, vous avez des protéines G qui vont activer ces effecteurs-là, qui vont activer des seconds messagers. D'accord? C'est une cascade, hein. Quand on vous dit cascade intracellulaire, en général, ça, voilà, c'est un exemple typique de cascade intracellulaire. Euh, Pour un même ligand, diverses réponses pharmacologiques sont observées en fonction du sous-type de récepteur, du sous-type de protéine G et du sous-type d'effecteur final. Et là, vous avez un exemple. Alors, ce tableau, au début, je me disais qu'il fallait pas l'apprendre, mais l'année avant moi, il y a eu des questions. Et pas sur GS et GQ, hein. C'était sur GI, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je vous conseille de le connaître par cœur. Franchement, il n'est pas compliqué, hein. Après, quand vous, voilà, vous savez que la protéine GI, elle entraîne que des inhibitions. Vous savez que GQ, elle entraîne activation phospholipase, inhibition canocalcique. Et là, pareil, bon, celui-là, à la limite, voilà, vous le laissez de côté parce que en soi, il n'est pas très intéressant. Mais GSJ, GQ, GO, ça à prendre par cœur. D'accord? Ok. Voilà, donc là, on passe au récepteur. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les RCPG? Je vais revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, c'est bon? Ça va comme ça? Ça vous va comment je procède là? Ok. Si vous répondez pas, c'est que c'est bon. Alors, on continue. Tac, tac. Alors, continue. Les récepteurs à activité enzymatique. Donc, les récepteurs à activité enzymatique, ils sont constitués d'une chaîne protéique de localisation transmembranaire, ok? Donc, qui va traverser la membrane et qui va contenir l'activité enzymatique. La liaison du ligand au récepteur, ça va déclencher une activité enzymatique en modifiant la conformation des protéines intracellulaires, ce qui entraîne l'effet pharmacologique de trois types de récepteurs. Donc là, au niveau de la définition, elle est à apprendre par cœur, d'accord? Après, ouais, elle est à apprendre par cœur, mais en fait, c'est un peu le même principe que des RCPG, d'accord? Ça va activer une activité intracellulaire, si vous voulez, et ça va modifier la conformation des protéines, ok? On avait vu plus haut un changement de conformation aussi avec les RCPG, ok? Donc, récepteur à activité tyrosine kinase, donc phosphorylation des résidus tyrosyles du récepteur lui-même ou de diverses protéines intracellulaires. Donc, ils vont être la cible de l'insuline, de facteurs de croissance, d'hormones de croissance et érythropoïétine. L'érythropoïétine, c'est une molécule qui va être importante dans la formation des globules rouges, d'accord? On appelle ça un facteur de croissance hématopoïétique. OK? Donc vraiment pour la formation de cellules sanguines. Juste à titre informatif. Voilà. Ensuite, vous avez des récepteurs à activité phosphatase. Donc, vous avez à activité kinase et activité phosphatase. C'est deux trucs différents, d'accord? L'activité kinase, elle va produire une phosphorylation. C'est une vérité générale, ça c'est tout le temps, d'accord? Et vous avez l'activité phosphatase qui va entraîner une déphosphorylation. Donc, le contraire de l'activité kinase. Donc, eux, ils sont la cible de certains facteurs de croissance. Et là, vous avez des récepteurs à activité sérine, thréonine, kinase. Si on vous pose une question, en général, on va vous demander quel type de récepteurs sont soumis à une activité enzymatique. Et vous avez les trois. D'accord? Donc là, pareil aussi, je vous le resurligne, c'est un peu le même principe que les RCPG, mais bon, c'est bon à savoir.
Donc, ligand récepteur, phosphorylation de protéines intracellulaires. Donc là, vous n'avez plus l'histoire des protéines G, ça va être phosphorylation ou déphosphorylation. D'accord? Donc, phosphorylation de protéines intracées, activation de la transcription, synthèse d'ARNM, puis de protéines. Donc là, ça va être vraiment au niveau du noyau. D'accord? Que ça va se faire. Les récepteurs à activité, enfin, à tyrosine kinase, les RTK, sont la cible de nouveaux médicaments en cancérologie qui s'appellent des thérapies ciblées. Donc, c'est des petites molécules et anticorps monoclonaux. OK? Ça, c'est bon à savoir aussi. Donc, vous avez l'exemple avec des bloqueurs de l'EGFR. OK? L'EGFR, c'est un facteur de croissance et vous savez qu'en cancérologie, en fait, le but, ça sera d'empêcher la division cellulaire parce qu'il y a énormément de division qui va se faire au niveau cellulaire. Donc, l'EGFR, en fait, les bloqueurs de l'EGFR, vous en avez pour les cancers du côlon ou le cancer du poumon. Je vous dirais de l'apprendre. Je sais que dans le TAM, il pose des questions sur ça. Bon, apprenez-le quand même. Apprenez-le, c'est bon à savoir. Voilà. Là, vous avez un exemple de comment ça fonctionne. OK? Ça, franchement, vous le laissez de côté. On vous posera jamais de questions dessus. Même dans la vidéo, vraiment, elle le dit. Elle cite en fait son cours, mais elle le dit vraiment à titre informatif, hein. Et c'est pas très important à savoir. Jules, Ensuite, j'avais vous une avez les question. récepteurs canaux. Les récepteurs canaux, ça va Odile, être... Oui, oui, j'avais une question. oui, oui. Est-ce que les trois récepteurs à activité tyrosine kinase, phosphatase et théronine kinase, c'est les trois seuls ou c'est juste des exemples? Non, là, c'est juste des exemples, d'accord? Ok, Mais c'est ça en fait, marche. c'est les plus importants, si tu veux, d'accord? Ok, c'est comme au-dessus la morphine, le salbutamol et... Voilà, c'est ça. Ok, c'est Là, en bon, fait, on vous donne merci. des exemples. On est en première année. Voilà, c'est ici. Pour les RCPG, vous en avez énormément, hein, d'accord? Il y a pas que, vous n'avez pas que les trois là. Ok. Mais dans le cours et pour la mineure, on vous demande d'apprendre cela par cœur, d'accord? Voilà. Alors ensuite, les récepteurs canaux. Donc, nouvelle classe. Donc là, on a vu les RCPG, on a vu les récepteurs à activité enzymatique, et là, on voit les récepteurs canaux. Les récepteurs canaux ne sont pas des récepteurs à activité enzymatique. Vous allez le voir après. Donc, sont des récepteurs ayant une structure de canal ionique, d'accord, avec un site de fixation pour un ou plusieurs ligands sur leur partie extracellulaire. OK? Donc, c'est un petit canal ionique qui va traverser la membrane, mais au niveau extracellulaire, il va avoir plusieurs ligands. Donc, ces ligands-là, ça va être soit des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine, le GABA, le glutamate ou la sérotonine. Pareil aussi, je, je rebondis sur ce que vient de dire Sohan. Là, c'est la même chose. D'accord? Vous avez ceux-là, ils sont très importants, mais il n'y a pas que ceux-là. OK? Mais ils sont importants à savoir pour la mineure. Donc, la liaison du ligand naturel ou du médicament, ça va générer un transfert d'ion. En général, un canal ionique, ça génère un transfert d'ion. D'accord? Et là, vous avez quatre types de transferts qui peuvent se faire. Soit faire rentrer une charge positive dans la cellule, ça va entraîner une activation. Soit faire rentrer une charge négative, une inhibition. Faire sortir une charge positive, c'est une inhibition. Et faire sortir une charge négative, c'est une activation. D'accord? Là, jusque-là, c'est pas trop compliqué. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, le principe d'un canal ionique, c'est très simple. Transfert d'ion, et vous avez ces quatre types d'opérations qui peuvent se passer. Ensuite, vous avez certains médicaments antagonistes qui peuvent bloquer ces récepteurs canaux. Donc là, là, on vous donne un exemple de récepteur canal. Donc récepteur nicotinique canal de l'acétylcholine, donc NACHR. Vous allez beaucoup le voir écrit sous cette forme, même si vous venez en P2 et tout. Ça va être beaucoup écrit sous cette forme-là, d'accord? Donc retenez bien ce que ça veut dire. Je vais le mettre ici. Même si c'est en italique, c'est bon à savoir. Et eux, ils sont perméables au ion sodium, ok? Dépolarisation. Donc, ils vont laisser, justement, ouais, ils vont laisser rentrer des ions sodium. Et vous avez des médicaments antagonistes qui peuvent bloquer ce type de récepteur-là. D'accord? Vous avez les curares ou bien les cétrons. Donc, les curares en anesthésie qui vont bloquer les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, donc NACHR, et ainsi la transmission nerveuse au niveau de la plaque motrice, donc au niveau du muscle, par exemple. OK? Et ensuite, vous avez récepteur canal de la sérotonine, ok, 5-HT3.
Pareil aussi, vous allez beaucoup le voir sous cette forme, c'est pour ça que je vous dis de les apprendre, c'est pas pour vous embêter. Et eux, ils sont perméables aussi au ion Na, au ion sodium. Et là, vous avez les cétrons qui sont des antiémétiques, donc qui vont empêcher les vomissements. Ok. Donc, retenez curare antagoniste des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine et cétron antagoniste des récepteurs à la sérotonine. D'accord? Certains médicaments peuvent agir comme des modulateurs de site allostérique. On l'a vu tout à l'heure, soit agonistes, soit antagonistes, soit modulateurs de site allostérique. Donc, ils ne se fixent pas sur le médiateur, mais ils modulent l'ouverture du canal. En fait, c'est un peu comme une porte, vous voyez, de vent qui vont ouvrir, fermer selon la situation. D'accord? Lorsque le nombre de sites allostériques est important, on peut observer une variété importante d'effets pharmacologiques. Ben oui, parce qu'il y aura plusieurs cibles, du coup. Comme je vous ai dit, quand il y a plusieurs cibles, ça va être très peu sélectif, donc ça va entraîner beaucoup d'effets pharmacologiques. Et là, vous avez récepteurs GABA-A qui sont perméables au ion chlore, d'accord? Principal neuromédiateur, là on parle du récepteur GABA-A, inhibiteur du système nerveux central. Donc vous allez le voir dans Physiologie du neurone, Physiologie du neurone, ce cours-là, on va bien vous parler des récepteurs GABA et on va vous parler également du glutamate. Lui, ça va être un excitateur, d'accord? Ça va pas être un inhibiteur. Donc là, vous avez des exemples de modulateurs de site allostérique. Vous avez les benzodiazépines, le phénobarbital, ou barbitol, je crois qu'il y a une faute là, je ne sais pas, et le zolpidem, d'accord, qui favorise l'activation du récepteur canal GABA-A, tout en ayant des effets pharmacologiques différents, anxiolytiques, antiépileptiques ou purement hypnotiques. D'accord? Alors, est-ce que ça va pour les récepteurs canaux? Là, j'essaie vraiment de vous simplifier au max. Normalement, ça devrait aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Ensuite, vous avez donc, je vous dis ça vraiment pour que vous reteniez bien en fait les différents trucs. Les RCPG, les récepteurs à activité enzymatique, les récepteurs canaux, et ensuite vous avez les récepteurs nucléaires. Et ensuite, on va voir les acides nucléiques. D'accord? Après, on résumera un petit peu, mais voilà. Pour l'instant, vous avez cela. Donc, récepteurs nucléaires, donc protéines localisées dans le noyau cette fois-ci, ou des protéines du cytosol qui migrent vers le noyau. D'accord? Donc, le ligand, il doit être lipophile pour traverser les membranes cellulaires. Donc là, le ligand, vous le voyez sur ce schéma-là, il doit être lipophile. Fixation lipophile, pourquoi? Parce que la membrane, c'est une bicouche lipidique. D'accord? Fixation sur son récepteur cytoplasmique ou nucléaire, d'accord? Donc le récepteur, il peut être soit ici, donc soit au niveau du cytosol, soit au niveau du noyau. Ensuite, il va y avoir liaison du récepteur et de son ligand sur l'ADN, donc ça va se faire ici. Reconnaissance des séquences nucléotidiques spécifiques dans le promoteur des gènes, dont l'expression est régulée par le ligand. C'est-à-dire que dans votre ADN, vous allez avoir différentes séquences nucléotidiques. On a vu que l'ADN, c'était une chaîne polynucléotidique. Donc là, vous allez avoir plusieurs séquences nucléotidiques qui vont être spécifiques. En fait, que le ligand va venir cibler dans votre ADN et enfin que oui que le ligand va venir cibler dans votre ADN et en fait l'expression elle va être régulée par le ligand parce que c'est le ligand qui va choisir quelle séquence activer ou non, d'accord? Donc il va entraîner soit une activation, soit une répression de la transcription en ARNM, d'accord? Donc là ici, avant-dernière étape. Et enfin, une traduction avec synthèse de protéines. OK? Là, vraiment, c'est bien ce schéma-là parce que ça vous sert aussi pour le cours de... Vous savez, vous avez un cours sur la réplication de l'ADN et même sur la traduction en biologie moléculaire. Et ça m'avait beaucoup aidé. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, vous avez des exemples de ligands, ok, ici. Pas à prendre, hein. Franchement, il y en a des millions, hein. C'est vraiment des exemples parmi tant d'autres. En fait, c'est juste qu'on se sert énormément, par exemple, des glucocorticoïdes ben, pour l'inflammation, par exemple. Voilà, hormones sexuelles aussi, thyroïdiennes aussi. C'est vraiment des hormones sur lesquelles on va agir le plus souvent. Ok. Ça, par exemple, avec la contraception. Ça, pour les personnes qui souffrent d'hypo, d'hyperthyroïdie. Enfin, voilà.
Ok. Et les vitamines D et A, c'est en général pour les carences. D'accord? Canaux ioniques. Alors, euh, attention, les canaux ioniques ne sont pas des récepteurs canaux. Ok? Euh, En fait, les récepteurs canaux sont des canaux ioniques, mais les canaux ioniques ne sont pas des récepteurs canaux. Ok? Pourquoi les récepteurs canaux sont des canaux ioniques? Parce qu'on l'avait vu tout à l'heure que les récepteurs canaux ce sont des canaux ioniques avec plusieurs sites de fixation intracellulaire. Ok? Mais les canaux ioniques, par contre, eux, non. Ce ne sont pas que des récepteurs canaux. Ils ont pour mission de faire passer des ions, ok? Des ions, mais ils ne jouent pas le rôle de récepteur. Ils ne reconnaissent pas de ligand. Ok? Donc eux, ils vont juste laisser passer les ions. Les ions, pardon. Les canaux ioniques sont des protéines de perméabilité membranaire qui permettent le passage sélectif d'ions, donc sodium, calcium, potassium, chlore, ok, à travers la membrane cellulaire. Les canaux jouent un rôle essentiel dans l'excitabilité cellulaire, le déclenchement et la propagation du potentiel d'action. C'est-à-dire que ça, vous allez le voir vraiment en... Je ne vais pas vous embrouiller, là on parle de médicaments, mais en physiologie du neurone. Mais je crois que vous l'avez vu ce cours, non, il me semble. Je me rappelle plus. Mais dans le cours de physiologie du neurone, vraiment, vous allez comprendre exactement comment se passe la propagation du potentiel d'action, etc. Et comment, en fait, ces ions, ils sont très importants dans ça. Donc, ils interviennent dans les couplages excitation-contraction et excitation-sécrétion. Ensuite, vous avez trois grandes familles de canaux ioniques directement activés par les médicaments. Donc, les canaux ioniques, vous avez les récepteurs canaux, dont l'activité est dépendante d'un ligand fixé. Alors là, en fait, je bug un petit peu parce que là, si vous voulez, on vous dit que les canaux ioniques ne sont pas des récepteurs canaux, mais on vous dit qu'il y a trois grandes familles avec les récepteurs canaux. En fait, là, si vous voulez, ne sont pas que des récepteurs canaux. D'accord? Voilà, c'est surtout ça à comprendre. Euh, Toc toc. Récepteur canaux, canaux voltage dépendant et canaux ioniques. Ok. Odile. Oui. Est-ce que du coup le récepteur canaux, c'est un canal ionique ligand dépendant? Alors le récepteur. Ouais. Oui, oui. C'est un canal C'est ionique ça? ligand dépendant. Parce qu'en fait, Parce il a qu'il- besoin de ligand pour s'activer au niveau intracellulaire. ok, parce qu'en fait, c'est tellement pas clair cette partie du cours là entre le premier truc où on parle des récepteurs canaux, là on parle des canaux ioniques en disant que ce n'en sont pas, et en dessous on Voilà. dit que ça en est quand même, mais en gros, si j'ai bien compris, le canal ionique au sens large, ça reprend plusieurs trucs et ça n'est pas que un récepteur canal, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Ok. En fait, si tu veux, au début, on vous parle des canaux ioniques. Ensuite, on vous parle des récepteurs canaux. Et on vous dit qu'en fait, les canaux ioniques les récepteurs canaux font partie des canaux ioniques. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Mm, Enfin voilà, au début, en fait, on vous parle des récepteurs canaux. Ensuite, on vous parle des canaux ioniques. En fait, c'est le cours qui a été un peu mal agencé, si tu veux. Voilà. ok, ouais, ça va. Il aurait pu vous parler au début des canaux ioniques et ensuite vous parler de la spécificité des récepteurs canaux. Enfin, tu vois Ça ce que je va, veux dire. merci. Mais bon, après, voilà, c'est un coup à prendre. Même moi, au début, je galérais, je me rappelle. Après, ça passe. Donc, récepteurs canaux dont l'activité est dépendante des ligands, ben voilà, ce que tu viens de dire, ligand dépendant. Canaux voltage dépendants dont les ligands vont les inactiver ou les activer. Donc là, ça va être vraiment en diminuant ou en augmentant le flux ionique, d'accord? Et ensuite, vous avez canaux ioniques sensibles aux variations. En fait, là, on vous surligne juste canaux ioniques, mais c'est canaux ioniques sensibles aux... C'est tout, en fait, hein, d'accord? Là, je vais mettre comme ça, voilà. C'est une autre classe de canaux ioniques qui sont sensibles aux variations de la concentration en messager intracellulaire. On va le voir après, par exemple, pour la sérotonine. D'accord? Canaux voltage dépendants. Donc là, on vous détaille un petit peu. D'accord? Donc, ils sont caractérisés par leur sélectivité ionique et domaine d'activation. Ça, par cœur, les gars. OK? C'est une question qui tombe tout le temps à la mineure. Santé. Sélectivité ionique, donc voilà, qui dépendent de leur, des ions qui vont rentrer ou sortir. Et domaine d'activation. Des polarisations qui va être soit faible, soit importante, et la cinétique d'activation. Donc, soit ça va être très rapide, soit très lent. D'accord? Donc, deux exemples. Vous allez avoir les canaux calciques lents de type L, qui sont la cible des anticalciques utilisés en cardiologie. OK? Et vous avez les canaux sodiques, cible des anesthésiques locaux. On l'a vu tout à l'heure.
Donc là, vous avez, ben là, on vous redonne un exemple, hein, cible des canaux calciques, voltage dépendant, des myocytes vasculaires et cardiaques, cible des médicaments anticalciques. Les médicaments bloquent l'entrée du calcium extracellulaire vers le milieu intracellulaire, ce qui limite la contraction des fibres musculaires lisses des vaisseaux. Ok. Le fait d'agrandir le diamètre des vaisseaux permet de faire baisser la pression artérielle. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise des anticalciques si vous avez de l'hypertension, par exemple. Euh, Tac, tac. Je suis allé trop vite. Les anticalciques sont utilisés comme des antihypertenseurs, anti-angoureux et anti-arythmiques. Ça aussi, on vous le demande. Donc, ça aussi à apprendre. Et les canaux sodiques voltage dépendants, donc ça entraîne la dépolarisation de la membrane cellulaire neuronale, donc la genèse ou la conduction. Vous avez donc ils sont surtout utilisés pour les anesthésiques locaux, antiépileptiques aussi, et ils inhibent le courant sodique entrant et donc la conduction de l'influx nerveux. Là, je fais que parler, d'accord? Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, d'accord? Même si vous voulez participer, dire des remarques et tout, d'accord? Je sais qu'on est en distanciel et tout, mais n'hésitez vraiment pas. Ok. Ensuite, vous avez les canaux sensibles aux messagers intracellulaires. Donc, ces canaux-là, ils sont perméables aux ions potassium. D'accord? On va voir des exemples plus tard. Donc, vous avez les canaux potassiques ATP dépendants, KATP, qui sont ouverts à l'état basal, donc sans activité, d'accord? Et ils se ferment en réponse à une augmentation de l'ATP intracellulaire. D'accord? Donc, si vous avez de l'ATP intracellulaire qui augmente, ça va se fermer, ce qui entraîne une augmentation de l'entrée de calcium dans la cellule, ok, et provoque une dépolarisation de la membrane. Voilà, ça c'est un petit mécanisme, bon, pas très important à savoir, mais bon, ça vous explique comment ça fonctionne. Ok. Ensuite, vous avez les canaux potassiques ATP dépendants qui sont la cible de différents médicaments, en particulier d'antagonistes comme les sulfonylurés hypoglycémiants qui sont utilisés dans le diabète de type 2. Donc, ces médicaments, ils ferment le canal potassique, ils favorisent l'influx de calcium, parce qu'on a dit qu'en fermant le canal potassique, ça va entraîner l'entrée de calcium. Ouais, ça va entraîner l'augmentation de l'entrée de calcium. Et du coup, ça augmente la sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est important, ce mécanisme à savoir, parce que l'année prochaine, si vous allez en médecine, pour certains, vous allez avoir un cours sur la maladie des canaux ioniques. C'est un cours de 50 pages qui est horrible, d'accord? Mais qui, au fond, qui est très, enfin, au final, qu'on trouve très intéressant. Et vous avez justement une maladie des canaux potassiques. Et en fait, cette maladie des canaux potassiques, elle va être très importante pour les personnes diabétiques, ok? C'est pour ça que là, on vous le dit comme ça, mais l'année prochaine, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Et ensuite, vous avez un agoniste de ces canaux, le nicorandil, qui est impliqué dans la relaxation du muscle lisse vasculaire anti-angoureux. Ok, ça pareil aussi à apprendre par cœur. Voilà, y a pas à rentrer dans le détail à ce niveau-là. Ok. Les enzymes, je crois que c'est le dernier. Après, vous avez le système de transport et de recapture. Donc là, c'est l'avant-dernier. Donc 25% des médicaments agissent en modifiant directement ou indirectement l'activité enzymatique. La majorité des médicaments agissant sur les enzymes ont un rôle inhibiteur. Cette inhibition peut cependant résulter d'un mécanisme compétitif ou non, donc compétition avec les ligands naturels par exemple, et être réversible ou non. Inhibition, parfois irréversible, l'effet disparaissant lors du renouvellement physiologique de la cible. Alors, cette phrase-là, en gros, je vais vous donner un exemple. Vous avez l'exemple de l'aspirine, d'accord? L'aspirine qui va agir au niveau... En fait, on vous dit que l'aspirine est un anticoagulant. Pourquoi c'est un anticoagulant? Parce qu'en fait, elle va avoir un effet irréversible sur la production de cyclooxygénase, d'accord? Et en fait, si vous voulez, il faut attendre, quand on vous dit irréversible, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas totalement irréversible. En fait, c'est juste qu'il faut attendre qu'il y ait un renouvellement physiologique pour que l'inhibition disparaisse complètement. En fait, que voilà, la cellule se reforme complètement.
et que là, ensuite, il peut avoir une nouvelle modification intracellulaire. D'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais en gros, quand vous entendez irréversible, c'est pas définitif. D'accord? Ça peut l'être. Je sais pas si vous prenez un poison, par exemple, hein, mais c'est pas définitif. Le plus souvent, le médicament peut interagir directement avec l'enzyme en prenant la place de son substrat naturel. Donc ça va être un inhibiteur compétitif. Plus rarement, l'activité inhibitrice peut résulter de l'utilisation de faux substrats, comme par exemple l'alpha-méthyldopa. L'enzyme est alors normalement activée, mais produit un métabolite de conformation anormale et inactive. On va l'utiliser pour des médicaments anti-parkinsoniens. D'accord? Donc, soit substrat naturel inhibiteur compétitif, soit utilisation de faux substrats. Donc, ça va être non compétitif, mais voilà, ça aura pas le même effet. D'accord? Ils forment un ensemble hétérogène, du coup. Donc là, vous avez des petits schémas. Bon, ça, laissez-le de côté. Personnellement, c'est pas très intéressant. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? J'insiste, hein, parce que je sais que ce cours, il est horrible, d'accord, au début, quand on le regarde, mais c'est tout bon pour vous? Ok, bon, on continue. Système de transport et de recapture. Donc, système de transport et de recapture. Le transport des petites molécules à travers des membranes cellulaires peut faire appel à des protéines de transport. Les transporteurs qui ne nécessitent pas d'énergie pour leur fonctionnement, ok, transporteurs ioniques des tubules rénaux, et ils assurent la réabsorption d'ions. Leur blocage a un effet diurétique. Donc, ça entraîne l'envie de faire pipi, si vous voulez. Ok. Là, ça aussi, ça à apprendre par cœur, il n'y a pas à se poser un milliard de questions. Les pompes ioniques qui mettent en jeu des mécanismes énergétiques. Donc, transporteur, pas de mécanisme énergétique. Pompe ionique, mécanisme énergétique. En général, les pompes ioniques, vous allez l'avoir sous ces formes-là, d'accord? Na plus K plus AT-base, Ca2 plus AT-base, d'accord? Ou H plus K plus AT-base. Enfin voilà, vous allez. En fait, ça va. Ces pompes ioniques, elles vont monnayer l'échange d'ATP, d'accord? Et l'ATP, ça, c'est un mécanisme énergétique. Ça va entraîner un mécanisme énergétique. C'est pour ça qu'on vous dit qu'elles ont un mécanisme énergétique. Ils sont fréquents pour le transport du glucose, des acides aminés ou des ions. Ces médicaments ont pour cible ces systèmes de transport dont ils bloquent le fonctionnement. Donc là, on a parlé des transporteurs ioniques rénaux. Donc on va avoir les diurétiques. On bloque différents inhibiteurs et transporteurs. Les inhibiteurs de la pompe à protons au niveau gastrique, les IPP, qui sont très importants ok, dans le domaine de la pharmacologie. Les antiulcéreux, on va diminuer l'acidité ou autrement dit remonter le pH, ok, car le pH est trop bas. Exemple de l'inhibition de la pompe à sodium, Na plus K plus ATPase, vous avez les digitaliques. Pour l'insuffisance cardiaque, on cherche à augmenter la capacité de contraction cardiaque. D'accord? Tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Et vous avez les systèmes de recapture. Donc ça, c'est pour réguler les processus de neurotransmission. Ça, je vais vous l'expliquer en tout simple. Si vous voulez, dans votre fente synaptique, vous allez avoir des neuromédiateurs qui vont se glisser en général. Vous allez avoir de la sérotonine, vous allez avoir euh, voilà, des hormones qui vont, de la dopamine, etc., qui vont vous procurer certains sentiments, des bienfaits ou des mauvaises choses, d'accord? Et si vous voulez, notre organisme, il va programmer une recapture de ces neurotransmetteurs. Parce que on ne peut pas être tout le temps sous sérotonine ou sous dopamine. Là, vraiment, ça créerait des gros dysfonctionnements dans notre cerveau et même dans notre vie en général. Donc, si vous voulez, il y a des personnes qui n'ont pas fait, en fait, qui ont, où ce système-là de recapture, il fonctionne trop, trop, trop bien. D'accord? Donc, en fait, on va inhiber, on va produire des médicaments qui vont inhiber la recapture de ces neuromédiateurs, comme les antidépresseurs. OK? Donc, on va chercher à compenser le manque de neurotransmetteurs divers en empêchant la recapture. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, vous me dites. Ok. Donc ensuite, vous avez les acides nucléiques ADN et ARN, qui sont la cible de plusieurs anticancéreux cytotoxiques. Ok.
euh, anticancéreux cytotoxiques qui empêchent la division cellulaire et donc la croissance tumorale. Ok? C'est le but voilà, des anticancéreux. Ensuite, vous avez des oligonucléotides antisens et ARN interférents. Alors, un oligonucléotide antisens, ils vont être conçus, ces oligonucléotides, ok, pour se fixer spécifiquement sur un ARNM cible. Et du coup, il va bloquer son expression. Du coup, qui dit bloquer son expression va empêcher en fait la croissance cellulaire à long terme, d'accord? Et pour l'ARN interférent, ça va être un processus de régulation de la transcription des gènes, ok? En fait, ça va empêcher l'expression d'un gène en dégradant son ARNM. Et du coup, si on empêche l'expression de ce gène, en général, ce sont des gènes euh, qui vont être utiles, justement, qui vont être bénéfiques pour la propagation du cancer. Ben là, l'ARN interférent, ils vont empêcher tout cela. Il va empêcher tout cela. Donc ces deux-là, en gros, ils vont se fixer sur l'ARN cible et limiter la traduction en protéines. D'accord? Ensuite, le but des anticancéreux, comme je viens de vous le dire, c'est d'empêcher la réplication cellulaire. Antibétabolites. Alors ça, franchement, je vous dirais de... Ça, je vous dirais personnellement de pas la prendre. Juste savoir que le méthotrexate est un antimétabolite. Je sais que le TAM, ils avaient posé une question dessus. Enfin, ils posent une question dessus. Mais les deux là, on s'en fout, d'accord? On s'en fout royalement. Et alkylant, ben, comme type d'alkylant, on peut savoir qu'il y a les inhibiteurs de la topoisomérase 1 et 2, d'accord? Qui va créer un pont entre deux brins d'ADN. En fait, la topoisomérase 1 et 2, vous allez le voir dans le cours sur la réplication. Ouais, sur la réplication, je crois. Mais oui, sur la réplication. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Mais c'est bien de faire des ponts, comme je vous ai dit, entre les cours, ça vous aide. D'accord? Donc, autre mécanisme d'action des médicaments, vous avez les anticorps monoclonaux, famille de plus en plus large qui se termine par MAB. Ok? Vous avez vous avez pas d'exemple? Ah ben oui, on a le cetuximab, par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec les récepteurs ITK. Vous vous rappelez? Et ensuite, donc ce sont des anticorps qui reconnaissent de manière spécifique soit un antigène porté par une cellule, soit un fragment antigénique d'une protéine soluble. Ça aussi, à apprendre par cœur. Elle tombe souvent cette définition. Ok. Anticorps antagoniste, il bloque la voie de signalisation en aval du récepteur. Ok. Donc là, vous avez différents types d'anticorps. Donc vous avez les anticorps antagonistes, les anticorps neutralisants, anticorps cytotoxiques et protéines de fusion. Personnellement, je vous dirais juste d'apprendre ces quatre titres-là. Après, c'est bien de savoir à quoi ça correspond. D'accord? Donc, apprenez tout. Donc, bloque la voie de signalisation en aval du récepteur, ça c'est bon. Les antagonistes, comme leur nom l'indique, c'est ce qu'ils font, ils bloquent. Ensuite, vous avez les anticorps neutralisants, ils sont dirigés contre un antigène soluble ou particulier. Ok? Et ils peuvent être dirigés contre cytokines solubles. Juste ça à connaître, d'accord? Les exemples, on s'en fout. Voilà, je vous les surligne, au moins c'est fait. Ensuite, dirigés contre le CD20 des lymphocytes B. Euh, En fait, le CD20, si vous voulez, c'est un marqueur qui va aider les lymphocytes B à leur survie et leur maturation. Là, vous allez me dire, oui, mais les lymphocytes B, ça participe à la réponse immunitaire, etc. Mais vous avez des cas où on a une trop grosse production de lymphocytes B, d'accord? Et ça va entraîner ce qu'on appelle des lymphomes. Des lymphomes, ça va être des tumeurs qui sont malignes, d'accord? Et Excuse-moi, Faudil. oui. Là, tu nous dis que c'est pas important les exemples sur la cytokine soluble et les antigènes solubles. Mais dans le TAM, je crois qu'ils nous ont posé des questions dessus. Alors oui, après le TAM, ils creusent quoi, tu vois. Le but, Ouais. c'est que vous reteniez le plus d'informations possible. Après, voilà, si vous voulez les apprendre, libre à vous. Mais voilà, je sais qu'il y a Mais beaucoup tu de penses qu'ils cours. peuvent nous donner des questions Moi, dessus? personnellement, à 99%, je vous le dis, ça tombera pas. Je vous dis pas 100% parce que je suis pas, je rédige pas les sujets, malheureusement. Mais je sais qu'ils ne vous poseront jamais de questions sur, par exemple, les immunoglobulines polyclonales antitétaniques. Enfin, non, mais ça, c'est pas possible. Ok, ça va. Par contre, ça, de vous dire que les anticorps neutralisants, vers quoi ils sont dirigés, ça, c'est important. Vous l'apprenez par cœur. D'accord? Ok.
Parce qu'en soi, en fait, dans la mineure, si vous voulez, ils vont vous poser vraiment des questions dans un but de réflexion aussi, d'accord? Ils vont pas vous dire, par exemple, vous poser une question sur les TNFA sans savoir que c'est une cytokine. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont plus aller dans le général, mais aller dans le spécifique à ce point-là, je pense pas. Enfin, moi, personnellement, et c'est des exemples vraiment que la prof a cités comme ça dans le cours. Le but du TAM, en fait, quand ils vous rédigent les cours, ils vont vous rédiger tout de A à Z. Parce que leur but, c'est que rien ne vous échappe le jour de la mineure, tu vois? Mais après, voilà, enfin, personnellement, moi, je vous dirais de pas les apprendre, mais si vous voulez les apprendre, apprenez-les, il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Après, voilà, comme je vous ai dit, lymphocyte B, ok, anticorps cytotoxiques et protéines de fusion. Protéines de fusion qui reproduisent des protéines humaines intervenant dans le contrôle de l'immunité et de l'inflammation. Là, pareil, euh, ouais, pareil aussi, je vous dirais de pas l'apprendre, mais bon. Ça, à savoir que c'est utilisé dans certains rhumatismes et psoriasis, je sais que le TAM, il pose cette question-là. Après, voilà. Faites comme vous le sentez. Moi, personnellement, je vous conseille de ne pas rentrer dans les détails comme ça, surtout que le cours, il est... À part si à un moment, vous arrivez au mois d'avril, que vous connaissez le cours vraiment bien, moi, voilà, c'est ce que j'avais fait. J'étais vraiment à l'aise dans le cours à partir de mi-avril, etc. Je le connaissais vraiment limite par cœur. Et ce que j'avais fait, j'avais commencé à prendre quelques exemples. Mais pas dès le début, d'accord? Surtout si vous avez du mal dès le début, ne commencez pas à prendre tous ces petits exemples-là. Ensuite, vous avez des médicaments à mode d'action physico-chimique. Donc, ils vont modifier les conditions physico-chimiques du milieu. Donc, pas de cible moléculaire cette fois-ci. OK. Vous avez le bicarbonate du sodium, utilisé pour diminuer l'acidité gastrique. Les absorbants, comme les laxatifs osmotiques, etc., qui sont utilisés dans les troubles fonctionnels digestifs. Le mannitol, qui va modifier l'osmolarité des liquides biologiques. Certaines résines comme la cholestéramine qui permet de fixer les sels biliaires et contribuer à la réduction de la cholestérolémie. Parce que les sels biliaires, vous allez le voir dans le cours des lipides, ils sont importants pour le cholestérol. Et les chélateurs d'ions qui permettent de réduire l'accumulation excessive de métaux toxiques. Ok? Ça pareil, à prendre par cœur. Je sais que le jour de la mineure, on m'avait posé cette question-là. On m'avait demandé ça. À quoi servent les chélateurs d'ions? Voilà. Et on peut vous dire, par exemple, quel médicament modifie les conditions physico-chimiques du milieu. Et là, vous devez tous les connaître. Donc ça, ces exemples, ils sont vraiment à connaître. Ensuite, vous avez des cibles portées par des agents infectieux. Vous avez bactéries, le virus, levure, parasites. Mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu au niveau de ces organismes sont le plus souvent similaires à ceux décrits dans les paragraphes précédents. Les médicaments anti-infectieux peuvent agir sur des récepteurs cellulaires, des enzymes, des transporteurs portés par l'agent infectieux. Vous avez une autre approche, la vaccination. On va induire une réponse immunitaire, d'accord, en introduisant un fragment inactif de l'agent pathogène. Donc ça va être une prévention, la vaccination. Ok. Juste à savoir que les cibles portées par des agents infectieux, vous avez la vaccination. C'est tout. Ça, bon, après, ça, c'est un peu logique, hein, d'accord? Mais surtout ça. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Allez, là, à tour de rôle, vous allez me dire si ça va. Parce que je vous entends pas depuis tout à l'heure. Charles, dis-moi ce que t'en penses. J'en pense qu'il y a deux, trois trucs que j'avais pas mis dans mes fiches de révision, genre les histoires de Chélateur-Dion juste avant, ça c'est des trucs Ok. que j'avais pas formalisé dans mes fiches. Après, dans l'ensemble, ça va, c'est bien d'avoir juste pu éclaircir cette histoire de récepteur canaux et de canaux ioniques parce que j'avoue que c'était un peu la pagaille quoi, en termes d'explication ce Ok. truc-là dans ce cours-là. Donc, comme je vous ai dit, les canaux ioniques, les récepteurs canaux rentrent dans la classe des canaux ioniques. D'accord? Mais les canaux ioniques ne sont pas que des récepteurs canaux. D'accord? Voilà, c'est surtout ça à retenir. Ensuite, Noah, à un moment, tu m'as dit, j'ai pas très bien compris ça. De quoi tu me parlais? Désolé parce que j'avais pas le. C'était le système de recapture. Ah, tu as compris là maintenant, c'est bon? Non, Alors attends, je vais te le réexpliquer. merci. Attendez 2 petites minutes, s'il vous plaît. Juste un instant.
Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ok. Yes, on t'entend. Donc Noah, en gros, si tu veux, dans ton cerveau, je vais aller vraiment large, hein, d'accord? Mais dans ton cerveau, tu vas avoir des neurotransmetteurs, enfin des neuromédiateurs, d'accord? Ces neuromédiateurs qui vont... je vais prendre l'exemple de la sérotonine, ok? La sérotonine qui va t'apporter un certain sentiment de satisfaction, de bonheur, etc. Tu vas être assez heureuse, épanouie avec ce neurotransmetteur-là, ok? Et en fait, il va venir se glisser dans ce qu'on appelle la fente synaptique, ok? La fente synaptique, en fait, ça va être une fente où les neurotransmetteurs vont se glisser et où il va y avoir si tu veux, une genre de signalisation, une genre de cascade intracellulaire, un peu, si tu veux, et qui va entraîner ces effets pharmacologiques-là, d'accord? De bonheur, de satisfaction, des effets thérapeutiques, en gros. Et si tu veux, nous, dans notre organisme, comme toi, comme moi, on a un système de recapture. C'est-à-dire que cette sérotonine, elle ne va pas rester 1000 ans dans ta fente synaptique, d'accord? Tu vas pas avoir un sentiment de plénitude, de bonheur qui va être indéfini. Et ce système de recapture, en fait, il va venir recapturer la sérotonine, donc ces petits neurotransmetteurs, dans ta fente synaptique pour que voilà, tu retrouves un équilibre, un état normal. Mais il y a des personnes qui souffrent de dépression, par exemple, hein, où ce système de recapture, il va être en suractivation, d'accord? C'est-à-dire qu'à peine il va y avoir un neurotransmetteur dans ta fente synaptique, le système de recapture, il va venir le reprendre. Du coup, en fait, ton organisme, si tu veux, ton cerveau, il va jamais avoir de ce sentiment-là. Il va jamais bénéficier des effets positifs de la sérotonine. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des médicaments qui vont venir inhiber ce système de recapture et laisser ces molécules de sérotonine, enfin, ces neurotransmetteurs dans ta fente synaptique un peu plus longtemps, d'accord? Pour que tu puisses être plus heureuse, plus épanouie. Ok, D'accord? j'ai compris. Là, c'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Ok, pas de souci. Ok, sinon pour le reste, ça va, Noah? Ouais, ça va, ça va. Ok. C'est qui iPad 3? Ok, bon. Sohan. Ah, bon. Vas-y, oui, à iPad 3. Je sais pas qui c'est. C'est Paul. Ok. Ok, Paul. Bah, Est-ce que ça va? ça va en vrai, juste bah, tous les exemples et tout, c'est un peu compliqué, mais en vrai, ça va. Ouais, je sais que c'est lourd, mais malheureusement, ils posent Ouais. des questions dessus. Donc, j'ai pas envie de vous dire de ne pas les apprendre. Et encore, je vous en ai enlevé quelques-uns, mais c'est important. Après, comme je vous Mm. ai dit, concentrez-vous. Faites le plus synthétique possible au début. Et après, vous allez dans le détail. Ok, les révisions, ça doit être comme un entonnoir. Vous Ok, ne ouais. devez pas tout apprendre d'un coup, parce que là, vous allez péter un câble. Surtout les 13 pages de secours, elles sont horribles, d'accord? C'est vrai. Non, en vrai, celui-là, c'est le pire, je pense, de chapitre en plus. Oui, oui, non, c'est vrai qu'il n'est Ouais. il est pas intuitif, je suis d'accord avec toi. Ok, Sohan. Non, moi ça va. Juste, j'ai pas trop compris les oligonucléotides, antisense et ARN interférents. Alors, c'est moi qui voulais expliquer, d'accord? Mais vraiment, ce que tu dois retenir, c'est ce qu'il y a écrit dans le cours. Là, vraiment, je vous ai donné un petit détail parce que je l'ai fait cette année. Mais alors, attends, dans le cours, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est juste qu'il agit sur l'ARN cible, je crois, non? Mais du coup, c'est des anticancéreux aussi? Oui, voilà, ce sont des anticancéreux. En Ok, fait, ils vont limiter, si tu veux, la traduction, mais au niveau, la traduction en protéines, et du coup, ils vont empêcher la réplication cellulaire, mais eux, ils vont agir au niveau du noyau, d'accord? ok. Voilà. Et du coup, c'est quoi la différence avec les anticancéreux cytotoxiques? Les anticancéreux cytotoxiques, eux, ils peuvent agir à tout niveau, d'accord? Enfin, à tout niveau. Ils peuvent agir, si tu veux, on va prendre un exemple d'un anticancéreux, euh, on va prendre l'exemple, si tu veux, des voilà, des anticorps cytotoxiques, ben voilà, ben exactement cela, ok? Les lymphocytes B, d'instruction des lymphocytes B, ils vont pas agir au niveau du noyau, ils vont agir sur les lymphocytes B et les détruire. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Et les oligonucléotides, c'est que sur le noyau. C'est que sur le noyau, parce qu'ils vont agir que sur Ok, l'ARN en fait. Et l'ARN, tu le trouves que ok, dans le noyau, d'accord? ça va. Merci. De rien. Sinon, pour le reste, ça va? Oui, oui, ça va. Ok. Andreas,
Oui, alors moi, j'avais un peu des problèmes avec récepteurs canaux et les canaux ioniques, parce que Ok, c'était pas très bien expliqué dans le cours, mais là, les précisions que tu as apportées, c'était bien, je trouve. ok. Bon, nickel. Nickel, nickel. Moussa. En soi, le cours, ça va. Et c'est comme ce qui ressort globalement, c'est les exemples qu'il faut apprendre qui sont un peu lourds. Ouais, je sais, je sais. C'est pas facile. Après, comme je vous ai dit, vous y allez petit à petit et si vous voulez, de temps en temps, on essaiera. En fait, quand je vais vous faire des QCM, d'accord, d'entraînement, si vous voulez, à chaque fois, je vous mettrai peut-être un petit item sur ça, d'accord? Au moins, ça vous fera un petit rappel, ça vous fera un petit. Et le fait de se tromper, d'avoir oublié, quand vous allez le revoir d'un coup, vous allez vous en rappeler. Je vais voir avec Dan, je vais essayer de faire comme ça. Nesrine. Nesrine. Ok, bon, ok, ok. Moi, Oui, j'avais une petite question. écoute. C'est pour le pôle basal et le pôle apical. J'avais pas très bien compris ce que c'était. Alors, pôle basal, c'est le pôle, la base de la cellule, si tu veux, d'accord? Et apical, c'est vraiment en haut de la cellule, ok? Vraiment pour te schématiser pour l'instant, juste à savoir ça comme ça. Ok, ok, ça va, j'ai En, compris. en gros, la cellule, elle est asymétrique, quoi. Comment ça, elle est asymétrique? Elle est Voilà. asymétrique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la même fonction d'un côté et de l'autre, et c'est pour ça, par exemple, que au niveau des entérocytes, donc dans les cellules du tube digestif, tu as le pôle apical qui va être tourné vers le centre de ton tube où tu as tous les aliments qui vont venir se placer dans les microvillosités et tout. Et ton pôle basal, ce sera celui qui sera du côté des vaisseaux sanguins. Donc en fait, elles vont pas avoir la même activité d'un côté et de l'autre. Elles sont polarisées en fait, en gros. Tu l'as sur le cours de. C'est le cours de devenir des médicaments 1, Oui, Ouais, je crois que c'est à ça. l'exemple. ouais, et ici aussi on le retrouve, ok. Ok. C'est bon pour J'ai vous? compris. Oui, oui, merci. Ok. Ben écoutez, c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message, d'accord? Et, euh, et j'essaierai de voir avec Dan. Bah, la prochaine fois, on essaiera quand même de faire. Si vous avez des cours où vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Au moins, j'essaye de voir avec tout le monde, d'accord? Et la prochaine fois, on essaiera vraiment de faire ça en présentiel. C'est mieux, je trouve. C'est juste que là, avec Lilou, on a eu un peu de mal à s'organiser. Mais voilà. D'accord? Allez, je vous souhaite un bon dimanche et merci à vous. Et bon courage Bonne pour vos journée, examens. merci. Allez, ciao, ciao. Merci. Merci. Bonne journée, merci. 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 De rien.